Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Je vais revenir sur sa chute. La chute d'Hermann Göring ne commence pas à Nuremberg, évidemment, elle commence plutôt, comme je vous l'ai dit, au moment où le pouvoir lui échappe sans qu'il accepte lui-même de le reconnaître. À partir de 1943, c'est déjà plus l'homme fort du régime, il conserve, comme je vous l'ai dit, ses palais, ses privilèges, ses titres, mais en fait, il a perdu la capacité d'influence. La Luftwaffe est exsangue, l'économie qu'il a contribué à organiser est en train de s'effondrer sous les bombardements, le Reich qu'il prétendait administrer rationnellement s'enfonce dans la guerre totale. Donc il choisit une autre stratégie, se retirer sans rompre, rester présent sans décider, apparaître fidèle mais sans être efficace. C'est fort. Donc il va fuir les dossiers, il évite les réunions, il se réfugie dans Karin Hall, sa maison dans le luxe, la morphine, une vie de cour de plus en plus hors sol. Et ce retrait, c'est pas une opposition, c'est une sorte de démission silencieuse, sans renoncement formel. Évidemment, il ne va jamais rompre avec Hitler, il ne complote pas non plus, il attend. Et cette attitude est quand même révélatrice. C'est pas un résistant intérieur, c'est presque, on pourrait dire, un survivant politique, convaincu qu'il va traverser la tempête comme il a traversé les crises précédentes. En fait, il fait le mort. En avril 1945, tout bascule. Hitler est enfermé dans son bunker, Berlin est encerclé, le Reich militairement est mort. Göring se trouve à ce moment-là en Bavière. Et il dispose encore d'une chose précieuse. Un texte juridique, un décret ancien qui le désigne comme successeur du Führer en cas d'empêchement. Et il écrit à Hitler. Le ton est prudent, presque obséquieux. Il ne revendique rien. Il pose une question. Hitler est-il encore en mesure de gouverner ? C'est un geste capital, parce que pour la première fois, Göring n'attend plus, il agit. Et la réponse est immédiate et brutale. Hitler interprète la démarche comme une trahison, il destitue Göring de toutes ses fonctions, il ordonne son arrestation. En quelques heures seulement, le deuxième homme du Reich devient un suspect, un homme à surveiller, un quasi-traître en fait. Et cette scène est fondamentale pour comprendre Göring, parce qu'il n'est pas puni pour ses crimes, il est puni pour avoir cru que le système fonctionnait encore. La fidélité ne le protège plus, la loyauté n'a plus aucune valeur, le régime en fait qu'il a contribué à bâtir le rejette sans procès. Et il est arrêté par les SS. Et il est livré aux Américains. Il n'essaie pas de se suicider. Il ne se bat pas. Il se rend. Et ce geste est cohérent avec toute sa trajectoire. Göring n'est pas un fanatique jusqu'à la mort. C'est un homme qui croit toujours à une issue personnelle. À Nuremberg, il y croit encore, mais il va perdre ce dernier espoir, comme je vous l'ai expliqué. Ce qu'il refuse jusqu'au bout, c'est le sens que l'histoire va donner à son parcours. Parce que, encore une fois, c'est important de comprendre ça, il ne se voit jamais comme un criminel. Il se voit comme un dirigeant politique qui a perdu une guerre. Un homme d'État vaincu par plus fort que lui. Un acteur d'une tragédie historique, mais pas un auteur de crime. Son suicide n'est pas un aveu, c'est un dernier geste de contrôle. C'est paradoxal en fait. Il refuse la pendaison, il refuse l'humiliation publique bien sûr, il refuse d'être montré comme un corps supplicié. Donc en choisissant le cyanure, il croit reprendre la main sur le récit. C'est étonnant parce d'où est-ce qu'il a sorti le cyanure, tout ça, il faudrait savoir. Parce qu'ils avaient été fouillés, donc c'est intéressant. En fait, il meurt comme il a vécu politiquement, en évitant la sanction directe. C'est une espèce de reptile, vous voyez. Il évite la sanction directe, il contourne l'institution, il se soustrait à l'autorité. Mais en fait, il échoue sur l'essentiel, parce que l'histoire ne retient pas la manière dont il meurt. Elle retient ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait est clair. Il n'a pas été un simple opportuniste, il n'a pas été un technicien aveugle, il n'a pas été un exécutant docile, non, il a été tout simplement un pilier du régime, un organisateur de la terreur d'État, un architecte de la spoliation, un gestionnaire du crime, un producteur de mensonges stratégiques. Il a compris assez vite que le pouvoir moderne ne se résume pas à la forme brute, il n'est pas idiot quand même, il est même extrêmement intelligent. Il est dangereux précisément parce que c'est pas un monstre isolé en fait. C'est un homme intelligent, adaptable, cynique, parfaitement capable d'évoluer dans un état moderne, et c'est là son sens historique majeur. Avec lui, le nazisme apparaît non pas comme une folie pure, mais comme une sorte de pathologie du pouvoir moderne. Un système où des institutions ordinaires peuvent devenir des instruments de crime. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Hannah Arendt a beaucoup écrit là-dessus, évidemment, où on voit des dirigeants cultivés qui peuvent organiser l'inhumain sans jamais se penser criminels. Quand je dis, vous donnez une matraque à quelqu'un, vous lui permettez de s'en servir, il s'en sert, tout simplement. C'est pas moi, on m'a dit que c'était possible.
Et c'est pas l'exception du Troisième Reich, c'est l'un des visages les plus révélateurs, et c'est pour ça que son parcours ne relève pas seulement du passé, il demeure une mise en garde. Alors je voudrais terminer par le procès, bien sûr. Le procès de Nuremberg, c'est pas un simple épilogue judiciaire de la Seconde Guerre mondiale. Selon l'expression d'Annette Vivorka, c'est un événement historique à part entière, pensé pendant la guerre, construit dans l'urgence de l'après-guerre et porteur de conséquences juridiques durables. Donc il se tient du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, donc ça va assez vite quand même, un an, devant le tribunal militaire international composé de juges représentant les 4 puissances victorieuses, États-Unis, Union soviétique, Royaume-Uni et France, puisque De Gaulle a fait ce qu'il fallait pour que la France soit parmi les vainqueurs. 24 hauts responsables du Troisième Reich sont mis en accusation et 21 seront effectivement jugés. L'enjeu du procès dépasse très largement la sanction individuelle. Il s'agit de répondre à une question inédite et c'est très important et je vais y revenir dans le bonus. Comment juger les crimes commis par un État souverain au nom de sa propre légalité et à une échelle industrielle? Je peux vous dire que c'est pas si simple. Pour ça, le tribunal définit 4 chefs d'accusation fondamentaux: le complot, les crimes contre la paix, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, qui est une notion nouvelle. C'est cette dernière catégorie qui constitue vraiment la rupture historique. Pour la première fois, des dirigeants sont jugés non seulement pour ce qu'ils ont fait à l'ennemi, mais aussi pour ce qu'ils ont fait à leurs propres citoyens et à des populations civiles désignées comme telles. Le procès repose massivement donc sur les archives du régime nazi lui-même, les ordres écrits, les procès-verbaux, les rapports administratifs, les correspondances internes, les films également qui sont tournés par les Américains au moment de la découverte des camps, de la libération des camps. D'ailleurs, dans le film Nuremberg, ce passage est épouvantable, très dur, très très dur. On y voit des images que je n'avais pas vu depuis très très longtemps, donc voilà, c'est difficile effectivement. Nuremberg affirme un principe nouveau, si vous voulez, selon lequel l'obéissance à l'État ne peut justifier le crime. Et la fonction n'absout pas la responsabilité. On peut aller loin là-dessus, on peut faire 3 heures. Alors il y a eu 12 condamnations à mort, 3 peines de prison à vie, 4 peines de prison, 3 acquittements quand même. Mais au-delà des peines, c'est une lecture du nazisme qui s'impose. Un régime fondé sur la planification, la coordination, la bureaucratie du crime. Et évidemment, Nuremberg ne met pas fin à tous les procès, vous le savez, ça inaugure un cycle qui va avoir lieu. Dans le cas de Göring, pour revenir à lui, Nuremberg joue un rôle quand même central. Il ne parvient ni à banaliser le nazisme, ni à dissoudre sa responsabilité. Le procès met à nu, encore une fois, ce qu'il voulait dissimuler, c'est-à-dire la continuité entre décisions politiques, administration, économie et crime. Donc c'est en cela que Nuremberg demeure aujourd'hui encore un moment fondateur. Après, on peut en parler. Et ce que je vous propose, c'est que si vous êtes abonné premium, rejoignez-moi dans le bonus. On se rejoint dans le bonus dans un instant. Sinon, foncez vous abonner. C'est 2 € par mois. Enfin, vous avez un mois gratuit. Vous pouvez tester sur un mois. Donc, on se retrouve dans le bonus. Puis, si ça vous plaît, restez abonné. C'est sympa. Comme ça, vous aurez plein de choses. Allez, sinon, pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.